Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ce soir pour une 8e émission de Le Roi de l'Histoire, donc très heureux de vous retrouver et très heureux d'accueillir ce soir Maël Suchon, Bonsoir. qui est doctorant en Histoire du droit à l'Université de Montpellier et ce soir qui va nous parler de la musique sous l'Ancien Régime. Alors ça tombe bien, puisqu'on est le lendemain de la fête de la musique, donc c'est une question finalement d'actualité d'une certaine manière. Un petit élément de contextualisation avant d'aborder un certain nombre de questions, et bien évidemment je compte sur vous pour poser de nouvelles questions si vous le souhaitez, donc via l'espace de discussion, n'hésitez pas à intervenir à ce niveau-là, je relayerai bien sûr les questions que vous souhaiteriez poser à Maël. Donc on parle de l'Ancien Régime, juste expliquer ce que c'est l'Ancien Régime, puisque bon... c'est quelque chose qui, pour les historiens, est assez évident, mais finalement pas forcément pour tout le monde. Donc ce qu'on appelle l'Ancien Régime, en fait, c'est ce qui se passe avant la Révolution. La Révolution française de 1789. Donc l'Ancien Régime renvoie à la période de la monarchie. Alors la monarchie en France, le fait qu'il y ait des rois, ça remonte très loin dans le temps, bien sûr, à l'époque, au début de l'époque médiévale, mais ce qu'on considère généralement comme l'Ancien Régime, c'est une période qui se situe sur, on va dire, 2 siècles, 3 siècles, entre 1500, 1500 et la Révolution française, donc 1789, la fin du XVIIIe siècle. C'est l'époque où la monarchie en France s'épanouit pleinement. C'est l'époque que l'on a abordée d'ailleurs dans une émission précédente en parlant de la monarchie absolue. C'est à ce moment-là que la monarchie absolue prend place, même si c'est pas quelque chose qui couvre l'intégralité de l'Ancien Régime. Donc en gros, voilà, ça commence avec la Renaissance au XVIe siècle, et ça va nous amener jusqu'à la chute de la monarchie avec la Révolution française, qui permet de mettre en place un nouveau régime qui est celui qui débouchera finalement sur ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, cette époque de l'Ancien Régime, ça a été une époque pour la France, en tout cas, d'âge d'or culturel, notamment le XVIIe siècle, ce que l'historien appelle le grand siècle. C'est une époque dans laquelle on va retrouver des grands noms de la culture française, dans le domaine de la littérature, Racine, Corneille, Molière, pour les dramaturges. C'est une époque également pour l'art plastique qui est très important, avec Poussin, entre autres grands peintres du XVIIe. Et ensuite, XVIIIe siècle, c'est l'époque également des philosophes du XVIIIe siècle, bien sûr, les Voltaire, Diderot et autres, Rousseau et Montesquieu. Donc c'est une époque qui est extrêmement riche dans le domaine culturel. C'est une époque dans laquelle le pouvoir royal est très attentif d'ailleurs à ces questions culturelles, n'hésitant pas à financer de manière assez importante. C'est aussi une époque de grande construction architecturale, bien sûr. On pense à Versailles, mais également, si on est à Paris, quand on voit la Madeleine, le Panthéon, etc., ce sont des constructions également de cette époque de la fin de l'Ancien Régime. Donc voilà, une époque extrêmement riche. Et dans ce cadre culturel, on a également, bien sûr, la musique, avec des noms sur lesquels on reviendra peut-être, Rameau, Charpentier, Lully, voilà, qu'on retrouvera, et vous nous parlerez un petit peu de tout cela. Alors, là, on parle que de la France, mais évidemment, la musique, c'est pas spécifiquement français. Et d'ailleurs, la France, quand on pense à la musique de cette époque, c'est pas forcément la France d'abord qu'on pense. Non. On pense à l'Autriche, à l'Italie. L'Autriche, bien sûr, à l'Allemagne, avec Bach. l'Italie. Voilà, qui sont les grandes places européennes de ce qu'on appelle, de manière très générique, la musique classique. Mais on va voir de toute façon ce terme de musique classique, qui en fait comprend 2 périodes en réalité, la période baroque et la période classique, avec des compositeurs bien définis pour chacune des périodes. Mais effectivement, l'un des berceaux, en tout cas d'un point de vue musical, c'est l'Autriche. C'est vraiment cette Europe-là qui va Vienne avec exactement, Mozart, bien sûr. De Vienne, Mozart, Bach, et puis après les compositeurs, Haydn, etc. Ok, on va commencer donc justement à rebondir là-dessus. Déjà, alors cette musique, pour nous aujourd'hui, ce qu'on en connaît, c'est la musique classique, mais on va sans doute voir qu'il y a
c'est qu'une partie de la musique qui est C'est ça. jouée à cette époque. Alors justement, qui écoute de la musique à cette époque? Alors, c'est une question finalement à laquelle on peut répondre assez facilement parce que tout le monde, tout le monde écoute de la musique à cette époque. C'est-à-dire que la musique est partout et surtout, elle est, comment dire, elle anime des éléments de la vie quotidienne. L'un qui est fondamental, qui est vraiment l'aspect spirituel, donc l'aspect religieux. La musique est avant tout à l'église. Donc en fait, tout le monde a accès à la musique. La véritable question, ce n'est pas tant de qui écoute, mais de qu'est-ce qu'on écoute. Ouais. Quelle musique est écoutée par qui? Et là, c'est intéressant. Parce que, eh bien, il faut finalement se replonger dans la situation sociale de l'époque, la tripartition de la société. Donc la tripartition de la société, on rappelle, c'est le fait que la société est divisée en 3 groupes sociaux qui ont chacun une fonction dans la C'est société. Le clergé, c'est-à-dire ceux qui prient, c'est-à-dire les prêtres, les moines, etc. Exactement. Les nobles, qui sont héritiers des combattants, de ceux qui combattent, qui défendaient la société, et puis tout le reste, qui forment l'immense majorité de la population, ce qu'on appelle en France le tiers-état. Bon, les bourgeois, les paysans, etc. C'est ça. Et donc, en fait, selon, on va dire, l'ordre social auquel on appartient, l'ordre auquel on appartient, eh bien, on ne va pas écouter la même musique. De manière très simpliste, finalement, on va distinguer un petit peu la haute société de la basse société. On va distinguer la musique religieuse de la musique profane. Et on va distinguer ce que l'on appelle la musique savante de la musique populaire. C'est vraiment les grandes distinctions. Alors, qui a accès à quoi? Qui écoute quoi? De manière générale, le tiers-état est plutôt bercé par les musiques populaires, profanes populaires, ou éventuellement les musiques religieuses, mais assez simplistes, issues des chants grégoriens du Moyen-Âge. On reviendra peut-être sur ce qu'est le chant grégorien. Et plus on monte dans la société, plus finalement on a accès à une musique travaillée, ce qu'on appelle donc la musique. Un petit souci de connexion. Ah. Attendez, on va reprendre. Désolé. La première fois que ça le fait. C'est pas très grave. Oh, petit souci de connexion. Désolé, on s'est arrêté. On n'a pas continué sans vous, donc on va reprendre. Donc on a dit que la musique, voilà. Le peuple entre guillemets. N'écoute pas la même musique. Voilà, n'écoute pas la même musique que les catégories les plus élevées de la population. Exactement. Et c'est ainsi en fait que finalement la musique va se distinguer. Donc j'avais dit, voilà, il y a musique religieuse, musique profane, musique savante, musique populaire. Et donc finalement, plus on va monter dans la société, plus on va avoir accès à une musique élaborée, qu'elle soit religieuse ou profane. D'accord. Et en fait, on l'écoute où cette musique? Alors, où est-ce qu'on l'écoute? À l'église. C'est vraiment le premier endroit, finalement presque depuis que la musique est musique, elle est liée à l'aspect religieux. Et donc, le principal endroit où on écoute la musique, c'est l'église. Mais va se développer, alors, dans les cours européennes, les salons privés. On va écouter la musique dans les salons privés. Ça va être un divertissement. Là aussi, ça va faire naître tout un ensemble de musique, simplement instrumentale, la musique de chambre, que l'on connaît, enfin on a entendu ces termes. Et puis, on retrouve dans les musiques populaires, et bien dans la rue. On entend la musique dans la rue parce qu'il y a des fêtes. À Paris, il y a par exemple les parades, qui sont des sortes de petits opéras joués dans la rue, c'est-à-dire que la musique accompagne une pièce jouée. D'accord, donc dans la rue, une compagnie s'installe dans la rue. Des compagnies voilà, qui montent des tréteaux, qui font des estrades, et puis voilà, qui jouent, et qui parfois, ces pièces sont accompagnées de musique. Voilà, la musique est un petit peu présente partout. C'est une société qui est quand même mélomane, alors après à chaque niveau, mais en tout cas on retrouve la musique assez partout dans la société d'Ancien Régime. D'accord. Et on utilise quels instruments dans ces différentes situations? Alors là aussi, on les connaît bien ces instruments d'ailleurs? Alors oui, aujourd'hui on connaît les instruments, certains sont parvenus jusqu'à nous, la plupart d'ailleurs.
là encore une fois, les instruments dépendent finalement, mais parce que la société d'Ancien Régime est extrêmement marquée par cette société d'ordre. La musique également, donc, eh bien, les classes, les ordres, en tout cas les plus élevés, clergé, en tout cas le haut clergé et la haute noblesse, eh bien, auront accès donc aux œuvres savantes, donc aux orchestres, avec d'innombrables instruments, vont pouvoir écouter du violon, du clavecin. Voilà, Le clavecin qui est l'ancêtre du piano. Pas vraiment. Non. Il faut les distinguer. Les deux ont cohabité. Ils viennent plus ou moins de la même famille, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent, ce sont des instruments à clavier, les deux. Le clavecin a un fonctionnement, en tout cas sur le système du clavier, plus proche de l'orgue que du piano. C'est-à-dire que le clavecin peut se jouer sur un double clavier. Et ce qui les différencie surtout, c'est le mécanisme. Un clavecin est un instrument à cordes pincées. Et historiquement, les cordes étaient pincées avec une plume de corbeau. D'accord. Et puis après, ça a évolué, c'était un bec en cuivre qui venait pincer la corde, une corde métallique. Alors que le piano, lui, est un instrument à cordes tapées. Donc ce sont des petits coussinets qui viennent taper la corde et créer la résonance. Donc c'est plus ou moins le même fonctionnement, en tout cas de jeu. Mais c'est pas le même son du tout. Ce qui crée, par exemple, chez le clavecin, un petit temps de décalage entre le moment où on appuie sur la touche et le moment où la corde résonne. D'accord. Ce qui fait que pour jouer du clavecin, il faut toujours prendre en compte ce petit temps de décalage. Donc le clavecin qui est vraiment pour le coup l'instrument emblématique de cette période, alors de la période baroque, c'est-à-dire qui s'étend du 16e, du 17e, pardon, du 17e, 1600 à 1750. Pourquoi on appelle ça baroque? Ça a un sens le terme? Alors là, pour le coup, je ne saurais vraiment vous répondre. Parce qu'on met ça en rapport de toute façon avec une ère culturelle, avec une ère culturelle, parce qu'il y a de l'architecture baroque. Voilà, c'est ça, au sortir de la Renaissance. Et finalement, ça rejoint, au même titre que l'architecture, la musique baroque rejoint cette idée de très ostentatoire. La musique baroque, c'est la polyphonie poussée à l'extrême. Oui, on veut montrer, on veut exprimer quelque chose. C'est une démonstration phénoménale. Et c'est très lié à la religion d'ailleurs, à la contre-réforme. Alors c'est très intéressant cet aspect-là aussi. La réforme avait... Donc la réforme, on rappelle, c'est le lancement de la religion protestante, l'appel à la réforme de la religion chrétienne par Martin Luther, qui a lancé donc qui était lui-même musicien. Qui était musicien russe. Qui était un très bon musicien apparemment, en tout cas les témoignages rapportent qu'il était musicien. Et donc justement... la religion protestante et l'Église catholique a réagi à cela par ce qu'on appelle la contre-réforme. La contre-réforme. Alors d'un point de vue musical, la contre-réforme a plus ou moins été un échec, en tout cas du point de vue de l'Église, puisque cette contre-réforme qui voulait finalement revenir à une certaine pureté du chant religieux, etc., sortir de cette polyphonie à outrance, de ce grandiose religieux, ça va marcher pour l'Église. Par contre, ça va être un essor considérable pour la musique profane, qui, elle, va de nouveau partir vraiment vers des compositions à multiples instruments, des décalages, des modes différents. Voilà, ça va vraiment être... l'apogée, si vous voulez, de cette musique que l'on veut savante, en tout cas que l'on appelle savante. D'accord. Donc ça, c'est l'aspect de la contre-réforme. Mais en tout cas, pour revenir sur les instruments joués, il y a des instruments emblématiques. Donc il y a ce clavecin, bien sûr, il y a le luth. Le luth qui est un mix entre la guitare, la mandoline, ça a un corps assez bombé vers le dos, un manche assez épais. Le luth peut avoir 6, 12, 18 cordes. D'accord. Et se joue finalement comme une guitare. Alors, l'un des joueurs finalement de luth le plus célèbre qu'on peut citer, c'est Louis XIV lui-même. Qui jouait lui-même. Qui jouait du luth dès l'âge de 9 ans. Il est formé au luth et puis il va basculer vers la guitare. Louis XIV était guitariste. La guitare apparaît à cette époque ? Apparaît à peu près à cette époque en France. Alors elle vient, on pourrait penser d'Espagne, effectivement la guitare est jouée en Espagne, mais elle est aussi jouée énormément en Italie. Et donc, Louis XIV va bénéficier de maîtres italiens. Les Italiens sont très présents dans la jeunesse de Louis XIV. Oui, de toute façon, Mazarin va faire venir des maîtres italiens de la guitare et qui vont apprendre à Louis XIV la guitare. Certains témoignages disent qu'au bout de 18 mois, l'élève avait dépassé le maître, parce que ça fait partie de la légende de Louis XIV. Mais en tout cas, la guitare, et ce qui est intéressant sur cet instrument-là, en tout cas, c'est la destinée que Louis XIV offre à la guitare,
qui était un instrument finalement assez simple, assez basique. Les témoignages disent, enfin, les proches de Louis XIV, les quelques témoignages recueillis, expliquent que finalement, le roi dans son enfance était assez discret, hein, et que c'était un instrument qui lui convenait parce que la guitare sèche, hein, bien sûr, ce sont des guitares comme les guitares sèches, guitares d'études actuelles. Il y a besoin quand même d'un certain calme pour pouvoir entendre l'instrument. Et donc, ça plaisait au roi. Alors, ce qui est assez formidable avec Louis XIV, c'est que du moment où il s'est mis à la guitare, tout le monde s'est mis à la guitare à la cour. Ouais. Les enfants royaux ont été aussi formés à la guitare. Et donc, le jeu de la guitare lui-même a évolué vers quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus évolué. Et donc, d'un instrument finalement où on avait en fait un système de cordes battues, eh bien, on va avoir un système un peu plus développé, les arpèges, là aussi une certaine polyphonie à la guitare. Donc voilà, ça a fait évoluer le jeu, le simple fait que Louis XIV se soit... D'accord. C'était quelque chose qui était répandu d'ailleurs. Est-ce que ça appartenait à l'éducation royale, l'éducation princière, la musique? Alors la musique, pas spécialement en soi. Si on prend Louis XIII, Louis XIII était le père de Louis XIV. Aimait la musique, mais lui n'aimait pas jouer. Il aimait composer. Il avait Louis XIII composait, aimait mettre en scène. C'est là aussi où vont naître les ballets de cour. Ouais, on va y revenir. On y reviendra sur le support aussi, utilisé, que la musique peut servir, donc la danse notamment. Et donc Louis XIII lui composait, mais on sait que par exemple les rois antérieurs à Louis XIII n'étaient pas très, très mélomanes. D'accord. Donc là, on a parlé tout à l'heure rapidement des genres musicaux. On peut peut-être revenir dessus. Le baroque, le classique. Pourquoi est-ce qu'on les distingue? Qu'est-ce qui les distingue? Alors, on parle de manière générale, je vous ai dit, donc de musique classique. Avec une espèce de grande famille. De grande famille qui comprend le baroque, le classique, le romantisme par la suite, l'époque moderne, tout ce que finalement on peut entendre sur les radios comme Radio Classique, France Musique, voilà. Avec un panel de compositeurs allant, on va dire, de Bach à Chopin, Schubert, même Debussy par la suite. Ça, c'est le grand terme musique classique qui en fait définit cette musique écrite, travaillée, mise sur portée, sur partition, qui comprend plusieurs instruments, qui est agencée. Les partitions, elles existaient à cette époque? Les partitions, elles existent sous l'Ancien Régime, elles apparaissent à la fin du Moyen-Âge. D'accord. Et sous la forme qu'on connaît aujourd'hui? Alors, sous la forme que l'on connaît aujourd'hui, plus ou moins. Le premier système de notation de la musique, lui, il apparaît en Grèce, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs ont été les premiers à noter la musique. Ils utilisaient l'alphabet pour noter les notes. Simplement, au bout d'un moment, c'est devenu un petit peu brouillon. Ils se sont perdus. Les Grecs, qui étaient d'ailleurs, certains disent en fait des mélomanes paresseux, la musique grecque était très simple, mais les Grecs ont théorisé la musique. Ils ont théorisé tant de choses. Exactement. Les Pythagoriens ont été les premiers à comprendre que la tension d'une corde via un arc, plus elle a été courte, plus elle a été tendue, le son... On touche aux mathématiques. Là, hein. Voilà, on touche aux mathématiques. La musique peut être mathématique, les Grecs l'ont prouvé. Donc en tout cas, le système de notation, lui, il débute au VIe siècle, mais c'est vraiment à la fin du Moyen-Âge que l'on revient à un système de notes. Alors là aussi, il faut distinguer deux types de notation. Les anglo-saxons, qui utilisent donc l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, A, La, B, C, C, Do, D, etc. Et les Français, Espagnols, Italiens et quelques pays d'Europe de l'Est qui utilisent toujours, et ça date de cette époque-là, le système Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Alors ça vient, c'est très intéressant la manière dont est né le système de notation, on va dire, européen, latin. C'est un moine italien, Guido d'Azzaro, qui s'est rendu compte en écoutant l'hymne à Jean-Baptiste que chaque début de vers débutait par une note de la gamme et qu'elle se suivait naturellement. Donc l'hymne, chaque début de vers, débutait par... Et en fait, il a pris le début de chaque vers et a nommé les notes qui s'enchaînaient par les deux premières lettres du début de chaque vers. On peut imaginer que Do, c'était Dominus. Alors, c'est après que c'est devenu Dominus. Ouais. Je l'ai noté au cas où. Donc, ça faisait
ut pour ut, puisqu'au départ c'était ut. Ouais. Donc ut queant laxis, resonare Donc fibris, c'était en latin, bien sûr. miso, nanana, et c'est allé jusqu'à do, ré, mi, fa, sol, là. Et le si est intervenu un siècle plus tard parce que l'hymne à Jean-Baptiste se termine par Sancte Johannes, S de Sancté, et I de Johannes, Johannes. c'est le I pour le J. Ouais. Donc ça, c'est au XVe siècle. Le si intervient au XVIe. Et au XVIIe, ut est remplacé par do pour dominus. Là encore, c'est un Italien qui procède à cette transformation. D'accord. Et les partitions interviennent à peu près à ce moment-là. Le système, voilà, donc de créer des portées, de mettre une clé au début de la portée pour savoir sur quel mode nous allons jouer. Il y a 3 modes, hein, clé de sol, clé de fa, clé d'ut aujourd'hui, sachant que la clé de sol et la clé de fa sont les plus utilisées. Oui. Et puis il y a aussi le système de notes tel que l'on connaît sur la portée. Les blanches, les noirs pointés, les croches, etc. D'accord, donc tout se met en place vraiment. Tout se met en place à la fin du Moyen-Âge. Ce qui fait que pour un musicien actuel, finalement, c'est tout à fait faisable de lire cette musique de l'époque. Totalement. Ouais. Totalement. C'est un fabuleux voyage dans l'histoire, la musique, parce que finalement, les musiciens actuels. Ouais, c'est un langage universel. Universel. Ouais. D'accord. Et donc, plusieurs genres de musique, on a dit. Le baroque, le classique, pourquoi est-ce qu'on les distingue? Pourquoi est-ce qu'on les oppose? Alors, parce que c'est dans la manière d'appréhender la musique en elle-même. On l'a dit, le baroque va être très ostentatoire. Ça va être quelque chose de grandiose, de merveilleux. L'exemple, vraiment, le musicien type baroque, c'est Bach. Jean-Sébastien Bach, qui vraiment est le baroque. C'est lui, le baroque. C'est vraiment exceptionnel. Et puis, après 1750, on va revenir, on va chercher une certaine nouvelle simplicité de la musique. Le musicien lui-même va changer. On va avoir des musiciens qui vont vraiment se détacher de l'aspect du carcan religieux. On va avoir un développement de la musique purement instrumentale, avec l'apparition des concertos, des sonates, des fugues. Ouais, toute une série de styles de composition. Exactement, qui vont en fait naître du classicisme. Et puis après le classicisme, on a le romantisme. Oui, là, mais qui s'inscrit dans... Qui débute avec Beethoven, mais qui démarre alors 1800, début 19e, peut-être fin 18e, mais voilà. C'est vraiment, après, on bascule sur la période après l'Ancien Régime. Ouais. Mais justement, c'est intéressant parce qu'on parle de baroque, de classique, puis plus tard, mais ça viendra après l'Ancien Régime, donc de romantisme, mais ça renvoie, c'est des appellations qui ne concernent pas que la musique, ça renvoie aussi à l'art pictural, ça renvoie à la littérature, également. Et donc la musique, elle est support d'autres arts? Elle peut, très souvent elle l'est d'ailleurs. Alors, bien sûr, elle est le support des messes, bon ça forcément pour l'aspect religieux, mais elle est aussi finalement le support des spectacles royaux. Et alors là, c'est tout le développement des carrousels dans un premier temps. Le carrousel? Alors le carrousel, c'est des immenses spectacles mis en place par la monarchie qui comprennent des feux d'artifice, des spectacles équestres, de la danse, de la musique. C'est le souvenir du spectacle équestre qui fait qu'on appelle les manèges carrousel encore aujourd'hui. C'est ça. Et c'était vraiment une démonstration militaire, enfin c'était vraiment quelque chose de très très complet, qui était accompagné par la musique. Alors les carrousels, ils sont importés en France par finalement les reines italiennes, les reines Médicis. Donc ça vient d'Italie, de Florence, etc. C'est des démonstrations de puissance. Et puis progressivement, mais parce que l'art aussi finalement s'affine, devient peut-être moins guerrier. Le carrousel, il y a quand même cette démonstration militaire, cette volonté d'une démonstration militaire. On va véritablement glisser vers quelque chose de beaucoup plus artistique. Alors déjà sous Louis XIII, puis vraiment l'apogée, c'est Louis XIV, avec les immenses ballets de cour. Alors voilà, il y a la danse qui arrive, les ballets. La danse qui devient le support préférentiel de la musique. D'ailleurs, les maîtres à danser, ceux qui avaient le droit de professer la danse, ces maîtres à danser étaient musiciens. Ils jouaient, alors la plupart étaient violonistes, d'excellents violonistes, et jouaient de la pochette,
C'est un tout petit violon qu'on pouvait glisser dans une poche. Ah oui, c'était vraiment petit. Et qui servait à marquer le temps. D'accord. Voilà, donc ça c'était... Et les maîtres à danser devaient, pour être maître à danser, savoir jouer donc, du violon et de la pochette. Et donc la musique va devenir le support de la danse, mais aussi de la comédie, donc de l'art théâtral. Et là, c'est toute la période, l'association Molière et Lully. Ouais. Là, c'est vraiment... voilà, on est sur le... Donc Molière, le grand dramaturge français, auteur de nombreuses comédies, et donc Lully, qui était un compositeur italien d'origine. Hein. Italien d'origine, qui va vivre en France, qui mourra en France. Et donc, qui va... alors, outre accompagner Molière, va être le premier musicien de la cour de Louis XIV. De Louis XIV. Et qui va composer de nombreux morceaux, dont, et ça c'est quand même assez remarquable, il va composer, en tout cas il compose l'hymne qui est aujourd'hui l'hymne de l'Angleterre. Ah oui, God Save the Queen, Dieu sauve la reine, qui initialement est Dieu sauve le roi. Oui. Et qui est composé pour la guérison pour l'opération de la fistule anale de Louis XIV. Voilà, ce qu'on avait évité la dernière fois sur l'émission de Louis XIV, donc l'opération de Louis XIV. L'opération, mais finalement Lully a joué ce morceau à cette occasion-là. Le morceau était chanté tout au long de l'opération. D'accord. Composé par Lully, chanté tout au long de l'opération. Et après, a été joué, est devenu un petit peu hymne français, a été repris par les Anglais. On ne sait pas bien de quelle manière, mais en tout cas il est devenu hymne anglais. Ça c'est quand même assez intéressant. Et, tout ce que l'Angleterre doit à la France. C'est l'anecdote, mais elle vaut ce qu'elle vaut, mais l'anecdote est quand même intéressante. Existe. Donc voilà, en tout cas Lully est vraiment le partenaire artistique de Molière. Premier musicien de la cour, hein, le roi va lui confier la bande des 24 violons. Donc là aussi, c'est un orchestre. C'est ce qu'on appelle la bande des 24 violons. C'est la bande des 24 violons. Ce sont les violonistes du roi, donc, qui accompagnaient certains morceaux dansés et qui sont des musiciens, on va dire, d'État. C'est aussi la période. Payés par le roi. C'est aussi la période, l'apparition des musiciens payés par le roi, en tout cas financés par le roi. Toute cette période d'ailleurs de la musique, on va dire baroque, au début baroque, classique, de manière très générale, c'est aussi l'avènement de ces musiciens qui ne sont plus des musiciens d'église ou des musiciens populaires. Ils deviennent des musiciens de cour, des musiciens d'État. C'est presque une sorte de profession libérale. Mozart est l'un des premiers à se lancer, à aller chercher les financements, au même titre que De Vinci avait fait pour l'art pictural. Voilà, c'est ce développement aussi. Le statut du musicien évolue énormément à partir du début de l'Ancien Régime, Renaissance. D'accord. Voilà, c'est vraiment le début d'un nouveau statut pour les musiciens. Alors on a parlé plusieurs fois de Louis XIV, donc on a bien compris que c'était un musicien, que c'était danseur, un mélomane et un danseur. Oui. Un danseur hors pair, hein, Louis XIV, qui commence à danser très tôt. D'ailleurs, c'est Voltaire, je crois, qui en écrivant au futur empereur prussien, disait de Louis XIV qu'on ne lui avait appris qu'à danser, à jouer de la guitare. C'était un peu exagéré. Mais en tout cas, Louis XIV est reconnu pour être un excellent danseur. Ça, c'est un fait. Alors, la carrière de danseur de Louis XIV est absolument là aussi exceptionnelle, à l'image du roi, finalement. Elle peut se découper si on étudie un petit peu les différents ballets, la manière dont il danse dans ces ballets, la manière dont il est accompagné. C'est vraiment une image parfaite du début du règne du roi. C'est-à-dire qu'au début, il est accompagné des grands danseurs de la cour, des grands chevaliers de la cour, puisque la danse va remplacer le combat progressivement. Ça va être l'attribut premier de la masculinité. Un bon danseur est forcément un bon combattant, un bon chevalier. D'accord, c'est intéressant cette image de la danse là qui évolue. Les deux vont de pair. Ouais. C'est pour parler un peu plus aujourd'hui, mais c'est vraiment savoir faire un entrechat parfait à l'époque. C'est l'équivalent aujourd'hui de savoir faire 100 pompes d'un coup. Voilà, c'est vraiment un attribut vraiment très masculin. C'est très masculin la danse à l'époque. Il faut aussi remettre dans le contexte.
Et donc au départ de son règne, Louis XIV, il est toujours accompagné. Et puis progressivement, plus il apprend à devenir un roi, plus il va se mettre à danser tout seul. L'apogée, c'est le ballet de la nuit, où il apparaît déguisé en soleil. Oui, ce qui va lui valoir ce surnom de roi soleil. De roi soleil. Et puis, alors, départ de Mazarin, mort de Mazarin. En 1661. 1661, le roi danse seul. Plus personne, sauf des danseurs professionnels. Ouais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il crée l'Académie royale de danse. D'accord. Pour l'accompagner, parce qu'il lui faut des danseurs à son niveau. Et puis, une fois que le roi n'a plus besoin d'être en représentation, une fois que finalement il estime que son pouvoir... Il a assis son pouvoir suffisamment. Eh bien, il se retire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il devient un roi législateur en faveur des arts. D'accord. Finalement, on a un roi, dans un premier temps, danseur. Donc artiste lui-même. Démonstration de la puissance directement. Et puis après, on a un roi qui devient un peu plus chorégraphe. Il va vouloir ordonner selon ses goûts, puisque la danse dansée sous Louis XIV est aujourd'hui ce que l'on appelle aussi la danse classique. On danse à la française. C'est cette danse-là, l'entrechat royal, qui est toujours pratiquée par les danseurs étoiles. Voilà, c'est vraiment... Et le but de Louis XIV, ça va être de codifier la danse pour imposer sa conception de cet art, qui lui tient particulièrement à cœur, partout en Europe. Il va imposer sa manière de danser dans quasiment toutes les cours européennes. Et la musique va suivre, parce que le support de la danse étant la musique, eh bien, les artistes français, en tout cas dans cet aspect purement lien musique-danse, ce seront essentiellement des musiciens français, de la musique française, qui va accompagner la danse dans les premiers temps. Après, bien sûr, les opéras, s'internationaliser. etc. Exactement. Mais dans un premier temps, c'est vraiment l'idée, et c'est ce qui ressort de cette période-là. D'accord. Alors, Big Baguette 69, rebondissant sur les malheurs de Louis XIV, pose une devinette, quel est le comble pour un roi, d'avoir mal au palais. Donc, bon, là, en l'occurrence, l'opération n'était pas celle du palais. Bien qu'il l'ait subi. Il l'a subi aussi, cette opération, qui lui a arraché la moitié du palais, bien sûr. Mais on va sortir des données un petit peu morbides de Louis XIV. On l'a dit rapidement tout à l'heure, donc support d'autres arts. On a dit, vous avez parlé rapidement de l'opéra, bien sûr, qui tient une place très importante dans l'histoire de la musique. Mais au-delà même de l'opéra, est-ce que la musique est chantée? Est-ce qu'il y a des chansons au sens où on l'entend aujourd'hui à cette époque? Bien sûr. La chanson, alors elle naît, la chanson, elle va naître au Moyen-Âge à peu près. Ceux qui vont, de manière très rapide, on survole un petit peu parce qu'on pourrait faire des heures entières là-dessus, mais ce sont dans un premier temps ceux qui vont apporter ces chansons avec paroles, couplets, refrains. Ce sont les troubadours. Alors troubadours au sud, trouvères au nord. Les troubadours, donc, étaient des chanteurs au Moyen-Âge, des poètes. Alors, ce qui est rigolo, ce qui est intéressant à distinguer, c'est que donc, en langue d'Oïl, au nord de la Loire, on appellera les troubadours les trouvères, et donc au sud de la Loire, en Languedoc, les troubadours. Ils vont mettre en place ce système de chant qui finalement n'est plus... initialement, on chantait souvent par onomatopée, on reproduisait le bruit des oiseaux, c'était des sons assez doux. Ils vont donc mettre des paroles en musique. Et donc, on peut distinguer les deux, parce qu'au nord, les trouvères vont essentiellement mettre en musique des événements guerriers. Ils vont raconter la guerre, ils vont raconter les batailles. Alors qu'au sud, c'est les romantiques, c'est l'amour pour toi. Donc on va chanter l'amour. Et donc voilà, c'est vraiment le début de la chanson. Alors après, dès le XVIe siècle, on a des poèmes qui sont mis en musique. Ronsard va être émis en musique. Je crois que c'est Ma mignonne, viens voir la rose. Voilà, je crois que c'est 1571 ou 1576 que ce poème est mis en musique. Et puis progressivement, l'histoire finalement de cette chanson, couplet, refrain, eh bien, elle naît dans la rue. C'est très populaire, la chanson. Oui. La chanson est populaire, et donc on va avoir, par exemple, alors à la fin de l'Ancien Régime, surtout à la Révolution,
On va avoir des chants révolutionnaires qui sont en fait issus de cette actualité. Mhm. Et c'est vraiment l'actualité qui va être le ciment de la chanson. Par exemple, l'affaire des bijoux de la reine va être mis en chanson et sera extrêmement populaire dans les rues de Paris. Alors la chanson va avoir, comment dire, cet avantage, à la différence du pamphlet par exemple. Donc le pamphlet, c'est, on rappelle, un écrit politique la plupart du temps, mais qui est extrêmement sévère et incisif, voilà, incisif contre le roi ou l'entourage du roi souvent. Exactement. Alors que la chanson, donc elle va passer en fait entre les mailles un petit peu de la censure, la chanson, en étant très populaire, la plupart du temps non écrite. Oui, c'est pas écrit. Donc elle va passer un peu au travers et elle va servir à se moquer, elle va servir à dénoncer indirectement, ce qui est assez rigolo. Alors on a encore aujourd'hui des chansons qui servaient à moquer, par exemple l'abbé Dubois. L'abbé Dubois, qui était ministre de Louis XV, qui était un abbé un petit peu libertin, et donc on avait composé la chanson, la contrepétrie, et court le furet. Ouais. Voilà, qui était pour moquer l'abbé Dubois, qui aujourd'hui on chante à des enfants, mais qui avait ce double sens. Sous la Révolution, la Carmagnole, qui sont des chants. Ça ira, etc. Voilà. Donc, comment c'était pas écrit ces chants? Comment on les connaît aujourd'hui? Alors, ils ont été par la suite consignés. Certains ont fait des recherches en remontant un petit peu les sources orales, en disant « Ah, mais moi, mon grand-père chantait ça, ça. » Et dès la fin du XVIIIe, il y a quelques répertoires qui commencent à apparaître, dont un répertoire assez conséquent qui va regrouper environ 160 chansons, qui s'appelle, je crois, les Missions secrètes, qui date, si je ne dis pas de bêtises, de 1776 ou 1756, fin 18e. Et donc, il va répertorier toute une série de chants. Voilà. Mais c'est infime. Les chants sont très locaux. Il y en a beaucoup qui sont perdus. Il y en a beaucoup qui sont perdus. Et puis surtout, le chant a cet avantage d'être aussi de raconter la vie locale. Donc, c'est très compliqué des chants de Nîmois. Il devait y en avoir certainement qui n'étaient pas les mêmes que les chants montpelliérains. Ce qui est intéressant, c'est de voir que parfois le même air a traversé les frontières, mais les paroles sont différentes. Voilà, ça c'est tout l'aspect. Et d'ailleurs, il y a des morceaux, enfin des airs classiques finalement qui vont être repris par des chansons parce qu'ils ont eu un certain succès. Alors, oui, la musique classique va servir un petit peu de support aux chansons, mais alors bien plus tard. D'accord. Ça, c'est beaucoup plus tardif. Par contre, des musiques, on va dire, plus religieuses, c'est-à-dire pratiquées à l'époque, ces airs religieux, grégoriens, surtout au sein de la communauté protestante, qui utilise énormément le chant pour communier. Du coup, ces airs connus par finalement la population, va servir à chanter. On va y greffer des autres paroles dessus. Profane. D'accord. Bien sûr. D'accord. Donc on l'a vu, il y a plusieurs utilités pour la musique, utilité officielle, utilité plus ludique, de manière plus générale. C'est une époque où on invente des instruments qui sont encore utilisés aujourd'hui, mis à part, on l'a dit tout à l'heure, la guitare, donc, qui voit le jour à peu près à cette époque. Oui. Le piano aussi, au XVIIIe siècle. Voilà, ouais, 17e. 17e même. 17e, 18e, oui. On a des instruments, tout ce qui est flûte traversière aussi, qui commence à apparaître. C'est difficile de dater précisément l'apparition des instruments. On le voit pour l'utilisation, si vous voulez, quand on regarde une œuvre de Mozart, etc., on voit les instruments qu'il utilise, donc on sait que ces instruments existaient. Maintenant, c'est quand même assez difficile de dater précisément. On sait que le violon apparaît probablement à peu près à cette époque-là, sous l'Ancien Régime, parce qu'on a des
d'autres, notamment le viol, la viole, pardon, qui, oui, c'est féminin, qui apparaît à ce moment-là, qui est une sorte de gros violoncelle. Le violoncelle, du coup, va apparaître. Voilà. Le violon, l'alto, tous les dérivés en fait, de ces instruments à cordes frottées qui se jouent avec un archet, qui apparaissent à peu près à ce moment-là. Les instruments avant. Donc, avant, alors, bon, qui fonctionne par un système de ce qu'on appelle une hanche. C'est une petite baguette en bois que l'on vient coincer et qui va faire en fait par un système de... Le vent va venir un peu se coincer, ça fait comme ça. Et donc là, c'est tout ce qui est le hautbois, la clarinette, qui apparaissent aussi à ce moment-là. Donc ce sont des instruments, oui, qui sont, entre guillemets, créés. Maintenant, l'histoire des instruments, elle remonte à peu près 60 000 ans avant Jésus-Christ. On n'a pas attendu cette époque. Ça, voilà, les premières flûtes, en tout cas découvertes, datent de 60 000 ans, ce qui est intéressant, pour le coup, puisque finalement, la peinture rupestre la plus ancienne date de 45 000 ans. Donc la musique, normalement, est plus ancienne que l'art pictural. Récemment, je crois que des Allemands se sont rendus compte qu'un coquillage taillé qui pensait être une gourde est finalement une flûte datant du 18e siècle, de 18 000 ans avant Jésus-Christ. Donc vraiment l'histoire des instruments, la découverte du bronze, voilà, on a créé les premières timbales. Il y a une évolution constante. Mais en tout cas, voilà, on a ces instruments qui commencent à apparaître. Le clavecin, c'est sûr que le clavecin apparaît... on a souvent tendance à l'associer à cette époque. À cette époque-là, parce qu'il apparaît l'orgue. L'orgue, vraiment, c'est aussi le développement, mais parce qu'il y a un développement aussi d'une nouvelle technique. Il y a aussi cette avancée-là. Le système de l'orgue avec les soufflants, etc. C'est quand même très, très complexe, un orgue. D'ailleurs, la plupart des grands compositeurs, que ce soit Bach ou Mozart, ont supervisé des rénovations d'orgue dans des grandes églises, voilà, parce que c'était vraiment des instruments très complexes. Oui, et puis c'est des instruments qui sont massifs aussi. Massifs, bien évidemment. Qui coûtaient sans doute extrêmement cher aussi. Oui, aussi. Alors, cette musique, on l'a dit, elle est datée finalement, mais elle connaît un renouveau aujourd'hui. Il y a de la recherche qui est menée sur la musique de l'époque, il y a des reconstitutions qui sont faites. Alors, la musique d'aujourd'hui, enfin, la musique d'avant jouée aujourd'hui, oui, on la joue toujours, elle existe toujours, il y a des recherches, bien sûr. La musicologie est une matière enseignée à l'université. Donc les universitaires musicologues se penchent sur la question de morceaux joués à cette époque-là. Elle est toujours jouée par les différents orchestres nationaux dans des écoles de musique. Je vais dire, l'un des premiers morceaux appris au piano, c'est À vous dirai-je maman, composé par Mozart, à 6 ans. Donc voilà, cette musique, elle est toujours connue, elle existe toujours, elle est répertoriée. La BNF, la Bibliothèque nationale de France, possède des originaux de partitions de Mozart, de Beethoven, de Bach, de tant d'autres. Les autres bibliothèques nationales, les autrichiennes, en possèdent. Les plus célèbres ont été mises dans des recueils de partitions. Donc cette musique, elle est toujours jouée, elle est toujours étudiée. Le seul point noir, c'est finalement, et ça a quand même son importance, c'est qu'on ne sait pas véritablement comment elle était jouée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on la fera sonner d'une manière qui n'est peut-être pas celle dont elle sonnait au XVIIe siècle. Parce que ces partitions, certaines, si vous voulez, ne mentionnent pas les différents effets que l'on veut donner. Et puis, c'est très personnel, c'est propre au chef d'orchestre. Si vous voulez, un morceau de Lully, dirigé par Lully, on ne saura jamais ce que ça donne. Par contre, on pourra avoir un autre chef d'orchestre qui fera jouer du Lully. On saura que ce morceau de Lully, voilà, ressemble à ça. Mais si vous voulez, l'émotion donnée par Lully, telle qu'il a voulu, telle qu'il avait pensé le morceau, c'est quelque chose, ça, malheureusement, qui est perdu. Qu'on ne peut pas retrouver. Mais c'est la substance aussi de l'auteur lui-même, et ça, bon, c'est le seul petit bémol. Mais le reste, oui, pour le reste, ces morceaux sont joués, sont connus, pas tous. On estime que beaucoup de morceaux, par exemple, de Bach ont été perdus.
de Mozart probablement. Voilà, mais de ce qu'on a en tout cas, tous les morceaux connus, répertoriés, sont joués ou peuvent être joués. D'accord. Il suffit de les déchiffrer. Oui, et puis même on sait que pour les plus connus, ils ont été repris sous d'autres formes, Alors, d'autres styles musicaux. c'est ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'après, plus on avance dans le temps, et plus on se rend compte que la musique classique est source d'inspiration. Alors, que ce soit en France ou ailleurs, mais on peut prendre Gainsbourg par exemple, Gainsbourg qui a repris pour de nombreuses chansons, il a repris Beethoven, par exemple pour Poupée de cire, Poupée de son, qu'il a écrit à France Gall, c'est du Beethoven sur l'inspiration, que ce soit Les Mon Inceste, c'est du Chopin, Initial Bibi, c'est Dvorak, donc voilà, c'est vraiment, d'ailleurs Gainsbourg a finalement une appétence pour la période romantique, parce que ce sont que des compositeurs de cette période-là, mais Gainsbourg n'est pas le seul. Dans le rap, on retrouve NTM a repris Chopin aussi, donc voilà, ils ont samplé Chopin, et puis derrière tout ça, on a l'influence indirecte de la musique, de cette musique que l'on appelle classique, c'est-à-dire savante, que l'on va retrouver, alors que l'on retrouve peut-être plus dans ce que l'on appelle aussi le rock, et avec des groupes comme les Floyd, Pink Floyd, qui va complexifier au même titre que les compositeurs ont pu complexifier la musique au début du baroque. On a les Beatles à partir de l'album Revolver en 66 qui là aussi vont rentrer dans ce schéma d'une musique très complète avec des sons nouveaux, cette recherche. L'orchestre d'ailleurs sur Sgt Pepper. Voilà, voilà, qui utilise cet orchestre. Des groupes plus récents, on a Muse qui cherche aussi cette complexité musicale. Bowie qui crée à chaque fois tout un univers autour de sa musique, qu'on appelait le rock aristocratique un petit peu. Donc voilà, cette influence en tout cas, elle est directe par la musique donc samplée ou reprise, et qui sert finalement de support à d'autres chansons, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis c'est tout aussi voilà, ce schéma de recherche de la musique qui naît à cette époque-là, qui va faire cette musique savante, cette grande musique sérieuse, on l'appelle comme on veut. Ouais, donc voilà. C'est extrêmement fondateur de notre musique contemporaine. C'est un renouveau pour la musique, c'est vraiment... Il faut comprendre que... allez, pour faire simple, mais on en est sûr depuis Athènes, depuis la période crétoise, jusque... donc dans la plus haute antiquité. La plus haute antiquité, jusqu'à... En passant par les Sumériens, les Égyptiens, enfin vraiment, même avant, jusqu'à la Renaissance, la musique est quand même avant tout quelque chose de sacré. Il y a ce lien religieux, avec la religion. Et donc, du coup, elle est enfermée dans un carcan. Ça a été, par exemple, la polyphonie a été une révolution dans la musique. Donc la polyphonie, donc chanter à plusieurs voix. Plusieurs voix, avec soit des décalages, soit sur des tons différents. Qui apporte une certaine rondeur, en fait, une certaine profondeur à la musique. Et donc ça, polyphonie, c'est le Moyen-Âge. C'est Moyen-Âge, alors c'est Moyen-Âge, oui, même parfois sorti du Moyen-Âge, c'est Josquin-des-Prés, donc c'est 15e siècle, c'est ce qu'on appelle la méthode du contrepoint, donc on crée diverses entrées, divers sons, enfin, voilà, c'est vraiment, ça apporte déjà cette petite... profondeur à la musique, une technicité qu'il n'y avait pas, parce que avant, eh bien, c'était des chants assez linéaires. Les Grecs, des chants très linéaires. Les Romains, on sait très peu de choses sur la musique à Rome. C'était pas quelque chose qui semblait être au cœur de la cité, ou en tout cas pour l'aspect purement divertissant. Et après, à partir du moment où l'Empire se christianise, voilà, la religion va se saisir de la musique et du coup l'utilise et l'enferme dans quelque chose de très pieux, très réglementé. Très réglementé. Donc il va falloir attendre un petit renouveau. Alors, d'en bas, tout ce qui est musique profane, musique populaire, on va avoir un début, on va avoir les canons qui vont commencer, on va avoir les premières chansons. Donc les canons, on reprend la même phrase, thème, mais en décalé. Voilà. D'accord. Si on veut donner quelques conseils, alors là on est sur des conseils un peu particuliers parce qu'on va venir sur des conseils peut-être bibliographiques pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, mais aussi discographiques.
on peut trouver dans la discographie assez facilement oui. des choses qui sont intéressantes? Oui, oui, oui. On peut Alors bien sûr, les grands compositeurs, on le sait, c'est les très grands- facile à les trouver. grands compositeurs Mais sont- si on va chercher sur le baroque, sur des choses un peu plus méconnues, on va dire. Alors, un peu plus méconnu. Alors, il y a tout l'aspect religieux. Donc là, je vous ai cité par exemple Josquin-des-Prés, qui a écouté, pardon. Donc, c'est un compositeur du 15e siècle, milieu 15e. Donc, qui est vraiment à l'initiative donc, du contrepoint. Donc, il va vraiment, c'était l'un des premiers à apporter cette polyphonie, ce qu'on appelle un motet. C'est un genre musical. Qui va être après, c'est très intéressant de voir l'évolution du motet, parce que Jean-Sébastien Bach fera aussi du motet, mais quelque chose de beaucoup plus grandiose là aussi. C'est vrai que je vous parle beaucoup de Bach, mais parce que c'est probablement le plus grand compositeur qui est connu le monde. Hein. Tout ce qu'il a produit, la production de Bach est incroyable, et encore on estime qu'on a perdu à peu près 300 cantates de Bach. Ah oui. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc Josquin-des-Prés, c'est bien. Ça permet de voir aussi cette musique au sortir de l'époque médiévale. Oui, de voir comment on rentre sur la période. Voilà, c'est un peu moins monotone, parce qu'on a tous en tête les chants grégoriens, assez monotones, linéaires, voilà, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Là, on voit la première révolution, qui est une révolution à l'époque. C'est vraiment, d'un point de vue musical, c'est une révolution. Et puis après, il y a tout... Alors, tout l'aspect italien, on peut redécouvrir. C'est vrai qu'on le connaît par les 4 saisons, mais Vivaldi musique vénitienne, qui est exceptionnelle. Handel, Haydn. Qui est-ce qu'on a d'autre? Oui, puis chez les Français, Charpentier, on l'a dit tout à l'heure en commençant, Lully, on en a parlé, Lully, Charpentier, Rameau, qui sont, voilà, c'est vrai qu'ils sont plus méconnus, mais qui sont des compositeurs. Qui sont assez révélateurs de la musique justement du grand siècle. Alors surtout si on s'intéresse à l'aspect franco-français. Là, pour le coup, Lully, Rameau, ce sont les deux grands compositeurs de cette période-là. Voilà. Mais après, il est vrai que, c'est ce qu'on disait en début d'émission, on va très vite basculer sur la musique autrichienne. Et là, voilà, Brahms, etc. Ce sont des grands compositeurs. On sort un peu de la période. Brahms un peu plus tard, mais évidemment Mozart, incontournable. Voilà, ce sont vraiment les grands compositeurs qu'il faut écouter. Et puis après, il y a France Musique, il y a Radio Classique qui diffuse et qui en plus donc dit qui est l'auteur de l'œuvre, par qui elle est jouée. Ce qu'on disait, c'est très intéressant, ça aussi, parce qu'elle donne le chef d'orchestre ou le musicien, et donc du coup on peut comparer. C'est intéressant s'il y en a des un peu plus mélomanes, en tout cas, de comparer telle œuvre jouée par tel musicien ou par tel compositeur, et de voir de quelle manière celui-ci va l'interpréter. D'accord. Si on se tourne vers le cinéma, il y a quelques films qui sont très célèbres, du type Amadeus, qu'est-ce qu'il faut en penser? Ou il y a Tous les matins du monde aussi, qui sont vraiment des films consacrés à la musique. À la musique, il y a Le Roi danse sur la danse de Louis XIV. Amadeus, il est très sympa, regardez. Il est très drôle, peut-être un peu édulcoré. Il est vrai que Mozart était un petit peu l'enfant terrible à l'époque, mais ma foi, oui. Oui, et puis qui n'est pas forcément historique, quand même. Qui n'est pas très historique, c'est ça. Des films sur la musique classique, enfin sur des compositeurs, non, j'en ai pas en tête. C'est peut-être pas quelque chose aussi qui intéresse beaucoup le cinéma. En tout cas, pour faire le lien avec le cinéma, les musiques de film ont repris un petit peu ce schéma. La musique classique aussi est très présente dans la musique de film. Les orchestres symphoniques, philharmoniques. Bien sûr. Voilà. Donc, mais des films sur des compositeurs, mis à part Amadeus, c'est vrai que j'en ai pas en tête. Alors si peut-être les spectateurs, les téléspectateurs ou auditeurs ils peuvent nous en conseiller. Au niveau, vous avez amené quelques bouquins, quelques conseils bibliographiques. Oui, si on veut vraiment poursuivre, c'est deux livres. Alors il y en a un beaucoup plus court de Jacqueline Jamin, Histoire de la musique. Alors ça c'est une vieille édition.
mais qui permet d'avoir un regard assez global sur l'histoire de la musique. Depuis, ça débute donc aux origines, ce qu'elle appelle les origines, les civilisations antiques. Présentation Voilà, des instruments. mais on a quand même une présentation des différentes évolutions des styles musicaux. Donc ça, c'est assez intéressant. Et sinon, on a celui-ci qui est très complet, de Lucien Rebatté, Une histoire de la musique, des origines à nos jours, qui lui est extrêmement complet pour le coup. Très, très renseigné, très fourni. Et mais là, il faut vraiment, il faut vraiment être passionné ou en tout cas avoir quelques connaissances dans les termes musicaux utilisés, parce qu'il est quand même assez précis, mais très complet. Et puis après, on retrouve, il suffit d'aller sur YouTube ou autre, il y a beaucoup de petites vidéos de vidéastes, des youtubeurs qui parlent de musique classique, qui parlent de musique. Il y a sur France Culture, il y a quelques podcasts. Il y en a un qui est sorti récemment sur les musiciens sous l'Ancien Régime, que vous pouvez retrouver assez facilement. Je note toutes les références, je les mettrai sur la page Facebook de l'émission, bien sûr. D'accord, ouais, très bien. Donc voilà, ça c'est vraiment, on peut retrouver assez facilement ces quelques références et des émissions très sympas sur YouTube, qui expliquent un petit peu la musique, qui font parfois des rappels. Alors, on parlait tout à l'heure des musiciens sur YouTube ou sur ce genre de plateforme. On a dit qu'il y avait une difficulté, bien sûr, de reconstituer la musique parce qu'on ne sait pas comment le compositeur voulait qu'elle soit jouée. Mais il y a également un élément qui est lié aux instruments. On a aujourd'hui des instruments qui peuvent être issus de cette époque, qui sont construits aujourd'hui. Est-ce qu'ils s'étaient vraiment construits comme les instruments de l'époque? Est-ce qu'ils avaient la même sonorité? Bien sûr. Je crois que ça existe, des orchestres qui jouent avec des instruments censés être d'époque, pas fabriqués aujourd'hui. Fabriqués aujourd'hui, mais censés reproduire la fabrication d'époque. C'est vrai que si l'on prend par exemple un instrument tel que le violon, les luthiers d'époque, le savoir-faire des luthiers d'époque n'est pas... les luthiers d'aujourd'hui probablement font le même boulot que les luthiers d'époque, mais les outils ne sont plus les mêmes. Les outils ont évolué, ce qui altère nécessairement le son. Par exemple, on parle des violons. Si je vous parle des violons célèbres, vous allez de suite me dire les Stradivarius. Bien sûr. Bon, il n'y a pas que des pépites dans les Stradivarius. Certains sonnent très mal. D'accord. Oui. C'est intéressant. Parce que voilà, c'est aussi bon. Alors le temps a fait son effet, mais surtout voilà, c'est un savoir-faire qui a tellement évolué que si vous voulez, oui, les instruments, alors sonnent plus juste. En tout cas, par exemple, si on prend les guitares, on sait que maintenant les guitares d'aujourd'hui tiennent beaucoup mieux l'accordage que les guitares sont plus résistantes. Le bois n'est plus le même, on a une variété de bois maintenant. Maintenant, on a des manches en érable qu'on n'avait pas avant. On a des cordes en nylon ou autres. Par la force des choses qui n'existaient pas à l'époque. Qui n'étaient pas connues, donc pas utilisées. Donc c'est vrai que pour retrouver le son de l'époque, c'est toujours compliqué. Mais c'est ce qui fait aussi finalement la magie un petit peu de la musique, c'est qu'elle évolue, même quelque chose qui peut être produit ou créé il y a 300 ans, finalement continue de vivre par de nouvelles interprétations. C'est très intéressant de constater en tout cas cet aspect-là. Bien, merci. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, il n'y a pas eu trop de questions sur le chat, donc je ne sais pas s'il y en a avant qu'on arrive au bout de cette émission. On a pas mal de choses à écouter, pas grand chose à voir finalement. Non. Alors c'est pareil, si vous voulez, on peut, si on est sur le support visuel sur Gallica, donc qui est un site internet. Donc la plateforme de la Bibliothèque nationale de France. On peut se faire une idée peut-être de ce qu'était un ballet de cour, puisqu'on retrouve des livrets qui expliquent les entrées, les costumes.
D'accord. qui les décrit, sur quelle musique, avec les textes, Les partitions peut-être les d'époque partitions, aussi, ouais. on en retrouve quelques-unes sur Gallica, donc, mais il va falloir faire travailler son imaginaire. Oui, oui, oui. Oui. Alors, C'est vraiment pour les musiciens. voilà, donc Arriver à imaginer ce on que a ça peut quelques donner. gravures. Si on veut imaginer les costumes du roi Soleil sur Gallica, on va retrouver quelques gravures. On va retrouver, je crois que on peut retrouver les gravures, voire même des costumes originaux de la flûte enchantée, opéra de Mozart, les costumes de Papageno l'oiseleur. Voilà, on a quelques petits morceaux comme ça qui permettent un petit peu de reconstituer ce qu'était l'œuvre à l'époque. Mais c'est vrai qu'il faut parfois faire marcher un petit peu son imagination. Ouais, ok. Mais bon, c'est ça aussi. L'art, et ça sert à ça aussi. C'est vrai. Ok, bon, Maël, merci beaucoup pour Avec plaisir. ce voyage et pour avoir fait partager votre passion, on l'a bien senti, pour la musique et notamment pour la musique de l'époque. Avec plaisir. On arrive au terme de cette émission. C'est l'avant-dernière émission de l'année, hein, puisqu'il va y avoir une pause pendant l'été. La prochaine émission sera donc la dernière. Elle va traiter, je sais que c'est attendu par un certain nombre, du canal de Suez. Je l'ai reporté plusieurs fois, mais donc ce sera pour la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine quand même, ce ne sera pas le mardi soir exceptionnellement, ce sera mercredi soir, donc le 30, hein, qu'on se retrouvera à 18h pour parler du canal de Suez et clôturer cette première saison de Le Roi de l'Histoire. Je vous remercie d'avoir suivi, l'émission. Je remercie encore une fois Maël Suchon. Merci à vous de m'avoir invité. D'avoir eu la gentillesse de venir ce soir. Et je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine émission. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Maël. Merci encore.